Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bienvenue à tous, merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Steinmetz et Amaury Fievez qui vont se présenter d'ailleurs et qui travaillent tous les deux sur un projet assez particulier mais ô combien important que moi je trouve personnellement génial, la Convention scientifique étudiante. On a choisi de faire cet épisode pour mettre en avant cette initiative. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour Mathieu, je vais me présenter, donc je m'appelle Arthur. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir sur ton podcast. C'est vraiment génial qu'on puisse parler de ça sur un public un petit peu plus grand. Donc moi, déjà pour te répondre à tes questions, je vais bien. Je suis ingénieur, donc diplômé 2021. J'ai fait Centrale Lille et j'ai rejoint donc le projet en avril 3. Donc c'est quelque chose dont on pourra parler. Je suis vraiment très excité. Enfin là, ça arrive en fin de mois de novembre. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va être, sachant qu'on a quand même déjà passé beaucoup d'efforts. Amaury, je te laisse la main. Oui, bonjour. Donc moi c'est Amaury, je vais bien également. Flux tendu c'est marrant, mais quand on allume le site internet, quand on va sur le site de la convention, on a un genre de chronomètre qui donne le nombre de jours et d'heures et de minutes et de secondes avant le début de la première convention. C'est dans 10 jours, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a quand même la pêche. Je suis ingénieur également de formation, Mine Paris en alternance, énergie et bâtiment. Et voilà, je travaille avec Arthur sur le projet de convention depuis plusieurs mois maintenant qu'on est dedans. Donc on est ravis de pouvoir, merci de nous accueillir également, d'écouter ce qu'on a à dire sur ce projet. On peut difficilement faire une émission qui donne la parole aux ingénieurs et quand il y a une convention scientifique organisée par et pour des ingénieurs, ne pas en parler, ça aurait été quand même un peu bizarre. Et d'ailleurs, Amaury, je ne veux pas te mettre la pression, mais ce n'est pas 10 jours, mais 8 jours et 6 heures que T'arrêtes. tu pensais être large, mais tu n'es pas large. 2 jours de retard déjà. C'est ça. Alors, la première session de la Convention scientifique étudiante s'appelle Convention scientifique étudiante sur l'hydrogène. Qui veut s'y coller ? Qui veut nous expliquer ce que c'est que cette convention ? Allez, je me lance, Amaury, tu pourras ajouter, complémenter ma réponse. Donc, convention scientifique étudiante, comme son nom l'indique, on reprend un petit peu le format des conventions citoyennes donc, qui ont eu lieu au niveau national ces dernières années. Donc, il y en a eu une sur, par exemple, le climat, l'autre sur la fin de vie. Donc, c'est un nouveau thème assez récent, en tout cas, de démocratie participative. Donc, là, pour nous, c'est pareil. On va sélectionner, donc, le nombre, c'est 50 participants qui sont, dans ce cas-là, des étudiants, soit en fin de cursus ingénieur, soit en fin de cursus universitaire, donc niveau master en tout cas. Et donc, ils vont d'abord être formés sur la thématique. Pour cette première édition, on a choisi les technologies de l'hydrogène. Il pourrait y avoir plusieurs éditions dans des années à venir. Mais voilà, c'est notre thématique pour cette année. Première étape, l'apprentissage de ce que contient en fait ces technologies de l'hydrogène. Ensuite, les participants vont débattre pour savoir du coup quelle est la place de ces technologies de l'hydrogène dans notre avenir en France de manière générale. Et donc, quel est son lien avec le fait qu'on veut décarboniser notamment l'industrie. Et à la fin, ils vont créer une sorte de consensus qui sera basé sur des recommandations, des propositions. Et ça, c'est encore à voir, mais on aimerait bien justement les partager au gouvernement et aux acteurs qui sont dans cette industrie pour qu'ils puissent suivre les recommandations données par ces participants. Quels sont les objectifs de cette convention? Peut-être Amaury ou Arthur, à vous de voir, mais quels sont les objectifs de cette convention de votre point de vue? Et puis après, je me ferai un petit peu peut-être le challenger. En fait, il y en a plusieurs. Il y a un objectif qui est très concret, qui est matériel, c'est l'écriture d'un livrable, d'un rapport qu'on va soumettre aux différents ministères qui sont partenaires du projet, mais pas que, aussi aux industriels et en fait au grand public. Et du coup, ça nous amène sur les autres objectifs de la convention. Convention scientifique, oui, ce sera un projet scientifique, mais c'est aussi et avant tout un projet démocratique. L'idée, c'est de
prendre 50 élèves, Arthur l'a bien expliqué, de les mettre ensemble et ce ne sont pas des élèves qui s'y connaîtront forcément sur les technologies de l'hydrogène. L'idée, c'est de mettre 50 élèves dans une boîte, on met un peu d'hydrogène, on ferme la boîte, on mélange On et on regarde ce secoue. qui sort. C'est ça. Donc il y a une notion de débat qui est assez importante et également une notion de médiatisation. En fait, même parmi les ingés, l'hydrogène, ça reste un sujet qui est, un peu flou. On n'est pas très nombreux à savoir, et je parle quand nous, je m'inclus dedans, on n'est pas très nombreux à voir les tenants et aboutissants, de ces technologies et dans le débat grand public, pour l'instant, on n'a pas eu un truc, très, très approfondi. On a quelques personnes qui viennent donner des avis très rapidement sur un plateau télé, mais, en fait, c'est assez difficile de se faire, une vue d'ensemble. On s'est dit que ça méritait, qu'on se mette ensemble autour d'une table et qu'on en discute. Ouais, c'est vrai que dans les médias, de toute façon, on se focalise sur des épouvantails et on évite surtout de parler des sujets qui pourraient être importants. Tu nous parlais d'un projet démocratique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? En fait, la sélection des élèves a été faite par tirage au sort. Donc, on a eu un formulaire d'inscription, qu'on a envoyé à différentes universités, écoles. On a essayé de diffuser largement. On a eu des inscriptions et ensuite on a fait un tirage au sort qui était pas complètement aléatoire puisqu'on a eu quelques critères de représentativité, parité homme-femme, une différenciation entre le nombre d'élèves en école d'ingénieur, en université, en thèse et cetera. Donc on voulait quand même que cet échantillon représentatif, le soit réellement, avec par exemple 30 des élèves qui viendront d'Île-de-France pour 70 des élèves qui seront en région. On n'a pas inventé, on a pris des chiffres existants, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche par exemple. Également, on peut parler du schéma de gouvernance. Arthur, je te laisse la main. Ouais, bien sûr. Avant, j'aimerais bien revenir sur l'autre critère de représentativité qui a été très important pour nous et ça a fait un petit peu débat et ça, pour le coup, je suis content qu'on ait pris cette décision. C'est qu'on a voulu choisir la parité homme-femme, de nos, participants, sachant que ça ne représente pas ce qui se trouve, dans au niveau national, en tout cas dans le milieu, universitaire et d'ingénieurs, au moins scientifiques. Il y a quand même une petite majorité d'hommes par rapport aux femmes, mais on s'est dit que, au niveau sociétaire, il y a autant d'hommes que de femmes, donc les femmes devraient avoir autant de place pour, prendre des décisions qui, pour le coup, pour moi en tout cas, semblent très importantes, qui vont un petit peu, gouverner l'avenir et du coup, c'est pour ça qu'on est quand même content d'avoir, essayé de pousser sur une parité, ouais. Pour le schéma de gouvernance, donc c'est juste qu'on voulait, on voulait assurer la transparence et ce côté démocratique. Alors je veux pas rentrer dans le schéma complexe parce qu'on a créé un organigramme pour dire qui sélectionne qui valide quoi, qui a les droits de veto, tout ça, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. On a essayé d'avoir quelque chose qui est transparent et qui couvre un peu tout l'ensemble de nos différents, acteurs. Donc on a des garants qui ont effectivement ce droit de veto. On a le comité des experts qui, eux, vont essayer du coup d'introduire des éléments, qui soient le plus justes possible sur l'hydrogène. On a le comité de gouvernance qui pourra valider certaines décisions ou nous challenger sur certaines choses pour effectivement garder ce côté démocratique. Donc ouais, effectivement, on a à différents niveaux, on a des groupes qui pourront, assurer que notre convention soit la plus, démocratique possible. D'accord, OK. Vous m'avez parlé d'objectifs, techniques, hein, remise d'un rapport, et cetera, faire, bouillir, ensemble, des étudiants dans une boîte. Mais derrière tout ça, c'est quoi les ambitions? Parce que, remettre un rapport, c'est pas ce qui manque, je pense, les rapports pour caler les armoires, dans les ministères. Donc votre ambition à vous, c'est quoi? C'est pourquoi vous avez besoin de prendre la parole? Pourquoi vous avez besoin de mobiliser des étudiants? Pourquoi votre parole serait plus légitime que d'autres? Et puis, qu'est-ce que ça va apporter en plus, au travail que font, j'imagine, les industriels déjà, qui eux doivent, phosphorer, de leur côté, de façon très active? Déjà, on ne pense pas qu'on est plus légitime que d'autres groupes. On veut justement apporter une autre façade sur le débat parce que, comme tu l'as mentionné, les médias, tout ça, ils veulent des opinions clivantes, donc qui soient, résumées en 3 minutes. Donc c'est vrai que ça fait sur la scène du débat public, ça fait des opinions qui sont très polarisées et nous, on veut rouvrir la communication
entre différents groupes. Donc la communauté scientifique qui a tendance à largement rester entre elles et ne pas donner son opinion sur le débat public. Peut-être parce que le débat public ne veut pas entendre ce que la science a à dire. Enfin, parfois, c'est simplement pas assez vulgarisé. C'est vrai qu'on a, enfin, les scientifiques généralement ont tendance à peut-être parler avec des termes qui sont trop techniques, enfin, à ne pas décomplexifier les propos. Et donc, c'est là où on intervient. Et ça, c'est notre ambition qui est même au-dessus de la convention, c'est qu'on essaie de ramener la place de la voix des ingénieurs et scientifiques dans le débat public. Et, et donc là, en plus de ça, nous, on veut ramener la place des étudiants, donc des personnes un petit peu plus jeunes, en se disant que ce sont ces personnes-là, les étudiants jeunes, qui vivront le monde de demain. Donc, c'est à eux, enfin, on doit pouvoir laisser une place à leur voix, sachant qu'ils ont, même s'ils ont un âge assez jeune, même s'ils peut-être manquent un petit peu d'expérience, ils ont sûrement des choses très pertinentes à dire, notamment si on les forme, si on les guide à avoir les bons arguments. La question, c'était Ouais. votre ambition par rapport à ce rapport, parce que je fais référence à l'interview d'Yves Bréchet, Oui. notamment dans Thinkerview que tu as cité. Il parlait voilà, des rapports, c'est parce qu'il manque, ça cale les armoires, mais malheureusement, la voix scientifique ne sont pas écoutées. Est-ce que là, déjà, comment vous vous assurez derrière que la communication de ce rapport On sera suivie aura une caisse de résonance suffisante? on s'est beaucoup posé la question. En effet, on a pris, un projet déjà existant, la Convention citoyenne pour le climat. Bon, on sait que le sans filtre, n'est pas passé complètement sans filtre. Donc, voilà, ça nous a quand même, alimentés dans nos réflexions. Maintenant, il y a quand même des choses intéressantes avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est que médiatiquement, ça a fait pas mal de bruit. Mmh. Et puis alors, moi, ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'on a pris 150 personnes, c'est monsieur et madame tout le monde, des gens qui viennent de partout, qui ont des métiers différents, qui sont plus ou moins sachants sur les sujets de la transition, écologique et sur les sujets environnementaux, au sens large. Et puis, ben, en fait, ils ont été, pour la quasi-totalité d'entre eux, très vite captivés par ça et aujourd'hui, ce sont, souvent des personnes qui sont très engagées sur ces sujets. Donc on a une expérience qui fonctionne, c'est que de mettre des gens ensemble et de les former sur, une thématique, ça va les engager. Puis ça, on se dit que notre convention, scientifique étudiant sur l'hydrogène, c'est un moyen d'engager des jeunes personnes dans le débat public, sur les technologies d'hydrogène. Ça peut être sur d'autres sujets également, mais c'est un moyen de les engager. C'est de montrer qu'on fait quelque chose. On va pas attendre, qu'on nous dise, «Réunissez-vous et réfléchissez ensemble». On le fait par nous-mêmes parce que sinon on va attendre pour longtemps. Ouais. Je veux bien rajouter un point, sur cette question, genre, comment s'assurer que notre rapport sera lu, et implémenté par, les partis pris? On n'a pas de réponse là-dessus et pour moi le rapport n'est qu'une partie, effectivement de ce qu'on rendra à la société. L'impact social, pour moi, ce sera supérieur à ce rapport-là et j'aimerais remercier, Tristan, je dirais pas son nom de famille pour des raisons de confidentialité, mais Tristan, c'est la première personne qui est revenue vers nous et qui a un peu challengé le format. Il nous a envoyé un email, il est étudiant, et il nous a dit: «Mais quelle est l'utilité de ce que vous faites?» Sachant qu'effectivement, il y a des tonnes de rapports aujourd'hui, à quoi ça sert d'en rajouter un? Et effectivement, il était un peu pessimiste, peut-être effectivement comme dans Thinkerview, à chaque fois cette idée de faire l'avocat du diable. Mais justement, moi, ça m'a grave encouragé de dire que en fait, enfin, c'est pas le rapport qui sera, le rapport n'est pas une fin en soi et je pense que les résultats de notre convention seront, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Enfin, ces 50 participants et tout le bruit qu'on fera médiatiquement, il aura des conséquences qu'on ne peut pas mesurer, qui seront bien au-delà. On n'aura jamais la réponse pour savoir, comment notre convention a influencé, la scène du débat public, et tout ça dans le futur. Mais je suis convaincu effectivement qu'il y aura des résultats qui seront positifs si, effectivement on prend 50 étudiants, on les met dans une boîte, on secoue et justement ça fera parler de Il n'y a pas que le rapport, qui sera rendu public, il y a également, toutes les conférences puisqu'on va filmer, on va publier sur le site internet. On a un certain nombre de personnes dans l'équipe qui travaillent déjà sur la création de dossiers pédagogiques qui vont contenir plein de cours, sur, plein de thématiques, liées à l'hydrogène. Donc l'idée, c'est de remettre du débat scientifique. C'est de dire: «Attendez, on va s'asseoir un peu plus que 2 minutes, autour d'une table et on va parler de tous les enjeux». Les ambitions, pédagogiques, elles sont énormes. On voit d'ailleurs aujourd'hui
les solutions technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique, la transition, etc., des sociétés plus sobres et tout ce qu'on veut, elles sont pour la plupart sur étagère, mais ce qui les freine, c'est le bouclier sociétal. Donc, si on fait participer, même à cette échelle, et puis après on grossit, etc., on fait participer un petit peu tout le monde, on éduque, tu parlais de transmettre les conférences, etc. On va peut-être éviter les écueils qu'on a vus sur par exemple, que ce soit la voiture électrique ou d'autres sujets hein, aujourd'hui, les ENR, dont le déploiement est freiné par souvent beaucoup de méconnaissances, mais aussi, et ça sera l'objet de ma question suivante, beaucoup de fake news qui sont propagées à des fins politiciennes par beaucoup de groupuscules. Et donc, là, on va réunir des étudiants scientifiques. Le projet va être porté par des ingénieurs, par des scientifiques, colporté par des scientifiques. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de rester dans une bulle scientifique? Et comment, justement, expliquer aux gens et diffuser de façon à ce que les gens comprennent que l'information qui va y être traitée va être la plus neutre et exhaustive pour que chacun puisse se faire un avis et une opinion? Le problème n'est pas que technique, il y a un problème qui est sociétal, géopolitique, on a des enjeux de ressources, on a des enjeux économiques, donc il faut intégrer, ces notions, dans le débat. Mais il y a également quelque chose, important, c'est qu'il faut aussi, rester dans son périmètre. Nous, on fait partie, d'une association qui s'appelle Ingénieurs et Scientifiques de France. On est légitime pour représenter la voix des ingénieurs et des scientifiques. On n'est pas légitime pour représenter la voix, des personnes qui vont faire du juridique, de l'économique, du social et cetera. Donc, on tient à rester dans notre périmètre, tout en gardant en tête que ces variables sont, très importantes. Mais on ne veut pas parler à la place d'autres personnes. Si ensuite, il y a d'autres conventions, d'autres personnes qui ont envie de challenger un petit peu ce qu'on a fait, de bosser avec nous pour, approfondir encore plus le débat, complètement. Mais il faut qu'on reste légitime et c'est important. Ensuite, un autre sujet, en effet, il y a plein de gens qui vont venir parler. On aura de tout. On aura des industriels, on aura des académiques, des associatifs, des personnes qui ont des avis différents, qui ont des intérêts différents sur l'hydrogène. 2 choses. Déjà, on aura réellement un groupe de fact-checking pour vérifier qu'il n'y a pas de fake news. Donc on va réunir des personnes qui s'y connaissent plutôt bien dans chaque thématique et qui pourront dire: «Attention, là, on a quelques doutes» et cetera. Et même au-delà de ça, au sein même de notre schéma de gouvernance, on a 3 personnes qui s'occupent de ça. On appelle ça le comité des garants. C'est comme pour la Convention citoyenne pour le climat, ce sont 3 personnes, on peut donner leur nom. Philippe Quirion qui est, directeur de recherche au CNRS. On a Caroline Véran qui est directrice et fondatrice d'une agence de RSE Croissance Bleue et on a Mathieu Sanchez qui est un ancien de la Convention citoyenne pour le climat et qui a continué ensuite dans ce sujet à être, garant de plusieurs conventions. Donc on a toute cette structure pour éviter que ça s faut que ça déborde, pour rester démocratique, pertinent, pour éviter les fake news et cetera. Donc il y a tout un travail derrière pour s'assurer que cette convention soit un lieu de partage. Ça fera des super invités peut-être pour une prochaine fois. Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Et je vous laisse en compagnie de l'invité. Justement, par rapport à ça, c'est quoi votre point de vue aujourd'hui quand on a tellement dans les médias parfois qu'on donne beaucoup la parole à des personnes qui racontent beaucoup de saucisses et que du coup les médias participent à la diffusion de fake news, surtout sur des sujets aussi importants. C'est quoi votre opinion là-dessus? Pour moi, simplement, enfin, les gens, ils ont besoin de gagner leur pain. Les gens qui travaillent dans les médias, bah, forcément, même s'ils ont des un peu de déontologie, ils font du journalisme, ils font en sorte d'être éthiques, mais à la fin de la journée, enfin, il y en a quand même beaucoup qui doivent générer du clic. Le clic aujourd'hui, c'est encore une fois des opinions qui sont un peu sur les extrêmes, donc c'est pour ça. Après, bah, voilà, nous, on veut quand même communiquer ça et merci Mathieu parce que tu rentres un peu dans notre projet de rajouter un petit peu plus de visibilité à notre projet et de justement vulgariser ce qu'on essaie de faire. Parce que ça rejoint, ta question précédente sur, savoir comment on va faire pour, un peu vulgariser, notre projet. On on a besoin, d'avoir des différents vecteurs de médias qui permettent de démocratiser notre démarche et c'est vrai que, bah, on est un peu dans ce milieu scientifique et on a besoin de ramener le milieu scientifique avec un plus grand public. Donc
Ouais, j'ai pas forcément, la science infuse par rapport à cette question de savoir, pourquoi les journalistes, justement ont des avis très tranchés. Mais, ce que je peux dire, c'est qu'on va essayer de rapporter un petit peu plus de débat, de se poser un petit peu, de ralentir en fait, la direction des points de vue, des opinions, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on n'a pas forcément besoin de certitude à chaque fois, mais justement ce qui est bien, c'est de se remettre en question. Et je pense que sur des décisions, politiques de grande envergure, pardon, c'est en se posant qu'on avance, sur des réponses qui ont du sens. Toi, Amaury, comment tu sens le comment tu qu'est-ce que tu ressens, pardon, quand tu vois, dans les médias des discours, passer, ou même sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie de rentrer dans la bagarre ou, est-ce que ça Hem, t'énerve? Est-ce que tu dis: «Bon, la bataille est perdue d'avance»? Non, sinon tu organiserais pas le beh, comment tu vois les choses? ça fait déjà quelques années que j'ai éteint ma télé, donc j'ai un peu esquivé, le sujet et je deviens de plus en plus, comment dire? Exigeant, envers les sources d'information. Qu'est-ce que j'en pense? Beh, c'est inquiétant, parce qu'on a à la fois un monde qui devient de plus en plus complexe. Je parle pas techniquement, je parle au niveau des enjeux. Il y a beaucoup d'imbrication entre toutes les différentes thématiques et de l'autre côté, on va toujours chercher la simplification, toujours avoir une réponse simple. Voilà, c'est bon, on a la grande vérité, on l'a trouvée. Le problème, c'est ça, ou alors il faut faire ça, ou il faut aller contre ça. Et alors quand chaque problème, il faut le travailler, méthodiquement. Il faut écouter les gens, il faut écouter les avis et voilà, au moment, il y a pas d'autre solution que de mettre les mains dans le cambouis et personne n'aime faire ça. On aime bien avoir des choses, toutes faites. C'est comme ça, c'est humain. Donc actuellement, les médias donnent aux gens des choses toutes faites et c'est un peu gênant parce qu'on va pas vers, on se donne pas envie de rentrer dans le débat, quoi. C'est J'aimerais bien qu'il y ait un moment à la fin d'une émission télé, on dise: «Beh, on en sait on en sait un tout petit peu plus, mais on n'a pas la réponse, quoi». C'est à approfondir. Voilà, il y a quand même des choses intéressantes, il y a, je sais pas si je peux citer des chaînes d'information, sur On le peut. podcast. Arte fait quand même des choses sympas. Ils ont des documentaires qui sont très intéressants. Donc si vous avez du temps, et que vous avez déjà écouté tous les podcasts de Planète Ingé, vous pouvez aller sur Arte. Il y aura plein de choses intéressantes à apprendre. Voilà, il y a tout n'est pas à jeter, mais on est inquiet quand même de voir, cette, ubérisation, de la médiatisation scientifique et on est ravis d'apporter une modeste pierre à un édifice un peu plus solide. Qu'est-ce qui a manqué à la Convention citoyenne justement, pour qu'elle soit un succès? D'un point de vue, politique et d'un point de vue communication? On peut toujours, regarder en rétrospection qu'est-ce qui n'a pas bien marché avec la convention citoyenne. Pour moi, ça a été un succès parce que justement, Mmh. effectivement, Mmh. ça a fait bouger l'espace, public, sur ce genre de questions. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, bah, on aurait gagné, 2 années de retard sur les questions du climat. Mais moi, je dirais que, enfin, c'est quand même une faute technologique. C'est les technologies d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la façon dont ils sont programmés, algorithmiquement, qui Mmh. donneront autant de place à effectivement quelqu'un qui n'en sait rien, mais qui est un petit peu beau parleur, qui formule bien ses phrases, à quelqu'un qui a fait, 10 ans d'études, qui a 2 thèses et qui est, toujours, dans un milieu académique et qui a des points très pertinents à dire. On les met au même niveau et c'est ça qui est assez impressionnant de se dire que, genre, il y a quelqu'un qui pourra dire, genre un truc un peu clivant, qui fera un super buzz, et qui remettra du coup, le scientifique de renom dans son placard. C'est vrai que ça, enfin, ça doit désœuvrer, moi c C'est pas évident, de comment dire? De savoir se mettre des limites, je reviens sur ce qu'on disait avant sur justement le périmètre d'intervention d'ingénieurs et scientifiques de France. On a envie d'aller sur des sujets sociétaux et cetera. Ça nous intéresse, mais il faut qu'on se fixe des limites. Sinon, on va commencer à peut-être raconter des choses qui sont pas tout à fait exactes. La différence entre le fait absolu fondé, scientifiquement par consensus et la discussion de comptoir, elle est pas toujours bien définie. Messieurs, c'est quoi vos valeurs à vous? Comment vous définiriez vos valeurs et un peu plus large, vos motivations pour vous être engagés dans ce projet? c'est du coup l'impact social, ouais, j'imagine que c'est quelque chose d'important pour toi et c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai un peu travaillé sur mes valeurs, je me suis déjà posé la question, donc ça, c'est vraiment personnel, hein, je pense que ça n'engage rien la convention. Mais effectivement, pour moi, l'une de mes valeurs, c'est l'innovation. J'adore créer, j'adore, avoir des idées et justement,
la convention, en tout cas IESF, me permet de vraiment mettre à bien ces idées et seul le temps est une limite dans ce projet-là. Et c'est vraiment fou, quoi, parce qu'on a quand même des moyens, on a trouvé quand même des sponsors financiers qui veulent bien nous aider. Donc ça me permet vraiment de manière personnelle à innover, à créer des nouvelles choses, à réfléchir sur des thématiques enfin, un format qui n'existe pas et donc à inventer quelque chose de nouveau. C'est l'une de mes valeurs. Une autre qui est en lien avec cette convention, c'est simplement l'aventure, le goût à sortir de ma zone de confort. Et bah, là, je peux dire avec beaucoup de transparence que bah, là, je suis carrément sortir de ma zone de confort, créer un environnement un événement de cette envergure, ça me fait sortir de ma bulle de tous les jours et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est ça qui me passionne principalement dans ce projet. Question que je pose à tous mes invités, un peu par hasard, elle n'était pas préparée celle-là, mais elle devient un peu un des fils rouges de cette saison. Emmanuel Macron nous écoute. J'ai appris ça par son cabinet. Il m'a envoyé un petit message. Ouais, il écoute tous les épisodes. C'est un truc de fou. Classe. Donc, on a la possibilité de lui faire passer un message et de lui demander quelque chose. Un vœu à réaliser, peut-être, j'en sais rien. À vous, messieurs, vous avez la parole. Waouh! Je pense que Macron est un président qui a fait beaucoup de mesures, qui a fait changer la France. Je pense qu'il est trop tôt pour dire, dans quelle direction il a fait changer la France. Mais je pense qu'on est encore beaucoup trop, technocentré. On pense beaucoup trop au PIB, à la création de revenus. On est sur, l'optimisation de performance, un peu partout en France et on oublie, qu'il y a quand même peut-être d'autres critères qui sont, mesurables et qui nous permettent d'avancer dans une bonne direction dans la société. Je ne sais pas par quoi on pourrait remplacer le PIB, mais ça reste une mesure beaucoup trop centrale, dans nos développements. Tout ce qu'on fait, ça gouverne la France, tout entière et c'est marrant, c'est Aurélien donc qui est dans cette, convention aussi, un des organisateurs, qui disait que là, on est vraiment en train de générer de la valeur qui n'est pas mesurable par le PIB. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on fait, tous les efforts, toutes les heures qu'on a passées à essayer de faire quelque chose qui pour nous, est très noble, en fait, et ben ce ne sera pas comptabilisé, en fait, dans de la création de valeur, ce ne sera pas comparable au niveau, mondial, tout ça. Donc monsieur Macron, j'ai pas forcément de réponse, mais je pense qu'on peut réfléchir, que vous pourriez réfléchir, parce que c'est pas mon boulot, à comment on peut, redéfinir, des critères, qui nous font avancer dans notre société. Peut-être inclure des choses qui sont plus proches au bien-être, à la biodiversité et comme ça, on pourra avancer dans cette direction-là et être, pionnier, dans ces nouveaux critères, plutôt qu'essayer d'espérer un jour, devenir le plus gros PIB d'Europe ou que sais-je. Super, Arthur, merci. Et toi, Amaury, tu peux être plus pratico-pratique, hein, Oui, tu peux c'est demander une nouvelle je voiture, hein, j'en sais rien. je vais l'être. Non, je suis parisien, je n'ai pas de voiture évidemment. Non, je vais peut-être pas rentrer autant dans le détail, je dirais seulement que communiquer c'est bien, mais il faut qu'il y ait de la cohérence derrière, quoi. Communiquer, ça va pas donner un avenir à un pays, quoi. Aujourd'hui, à part de la communication, j'ai du mal à trouver, autre chose. Mais moi, je vais donner mon avis sur la Convention citoyenne, de ce que j'en ai suivi de loin. Je dois bien confesser que je ne suis pas allé dans l'hyper détail, mais j'ai trouvé l'initiative, c'est comme toutes les initiatives, tu crées quelque chose, tu vas donner du poids. Si derrière tu ne suis pas les recommandations ou tu n'appliques pas les conséquences de ce que tu as créé, bah, en fait, c'est des projets démocratiques qui sont morts dans l'œuf et puis après, plus personne n'y croit. Donc, tu décrédibilises ta parole, puisqu'on aurait très bien pu, grâce à cette convention, justement, faire passer à l'opinion publique en justifiant que, justement, ça avait été une décision démocratique et collégiale. Et je prends l'exemple de la réduction de la vitesse sur les autoroutes. On aurait très bien pu expliquer aux gens. C'est une mesure qui a été soumise à la Convention. Des gens qui n'y connaissaient rien ou qui avaient une opinion contraire se sont rangés derrière cet avis. Appliquons cette mesure. Ça aurait permis au pouvoir politique peut-être de s'affranchir de ce courage qu'ils n'ont parfois pas pour prendre des décisions difficiles. Voilà, ce Mmh. sera mon... Alors ça ouvre un débat, je sais pas si c'est l'objet d'aujourd'hui, mais c'était compliqué en fait de mettre en œuvre, les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Puisque grossièrement, la CCC, enfin la Convention citoyenne pour le climat nous dit: «Il faut ralentir»,
et le mot d'ordre, de l'État, c'est: «Il faut accélérer», donc je c'est ça marche pas. On revient au PIB. Pardon. On revient au PRB, ça marche pas en fait. Le cahier des charges n'est pas bon. On peut pas avoir, 2 choses contradictoires comme ça, c'est pas possible. Je peux pas, comment dire? Je peux pas On peut pas se dire, «Bon, ben, je vais prendre ma voiture et je vais aller à Perpignan» et imaginer se diriger, à Strasbourg, quoi. Ça marche pas. Ouais. Et C'est pas la bonne direction. c'est là où peut-être notre format est bon et je reviens sur comment tu as formulé ta question, Mathieu, c'est que nous, on n'a pas d'agenda politique, on est purement apolitique. Quelle que soit la décision qui sort de notre convention, ce sera parce que c'est la meilleure décision pour notre société. On fait ça justement pour faire avancer la société et pas pour se donner une image ou quoi que ce soit. Nous, en tout cas, en tant qu'organisateurs, on ne sait pas du tout et on veut être totalement neutre sur le résultat de cette convention. On veut garder une indépendance et justement, on n'hésitera pas à tirer, la sonnette d'alarme en disant, «Ah attention, peut-être qu'on a un biais cognitif là et il faut essayer de garder un équilibre» et Et c'est ça peut-être, qui donne de la force, c'est que contrairement aux politiciens, c'est qu'on n'a pas d'élection, on n'a pas besoin de se faire réélire plus tard, donc on n'a pas besoin d'avoir des partis pris, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est pot au vin ou tout ça, mais voilà. Ok. Écoutez, c'est très clair. Attention, jingle. Bon, il est peut-être un peu long dans notre société hyper pressée. On me demande toujours de raccourcir les épisodes. Je crois que je vais arriver à 1 minute 30 d'épisode si ça continue comme ça. L'ingénieur en mode survie, messieurs, on y est. Tout le monde en rêvait. Vous êtes sur une île déserte. Vous êtes coincé sur une île déserte et vous avez 3 objets avec vous, 2 objets et un livre. si je dois répondre à cette question, je le fais avec d'autres questions. L'île, bon, quelle est sa taille? Est-ce qu'il y a un cours d'eau douce, à portée? Est-ce qu'il y a du trafic aérien, ou maritime dans les environs? Est-ce que j'ai du réseau? Si j'ai du réseau, ben, en fait, je prends un téléphone avec toute la batterie, et puis je prends un transat et puis, le livre, ça sera Le Seigneur des Anneaux et puis, j'attends une journée qu'on vienne me chercher. Donc déjà, vu que l'ingénieur, son rôle, c'est de donner des solutions à des problèmes, bah, le 1er réflexe, c'est de bien caractériser le problème. Si le problème est clair, on a plus de chances que, la réponse soit, pertinente. Bon, je vais pas esquiver la question, c'est promis. Je me dis qu'il faut revenir aux fondamentaux. J'ai pas envie de mourir de soif, j'ai pas envie de mourir de froid et a priori, c'est ce qui va me tomber dessus, le plus rapidement. Donc bah, malheureusement, je vais refaire pareil. Je vais prendre un couteau à la Mann avec, la pierre à feu dessus. Je fais un feu et puis, pour l'eau, beh, je présuppose qu'il y a un cours d'eau douce à côté et puis je prends une casserole pour, la faire bouillir et ça sera à peu près potable. Si je suis vraiment limité dans 2 objets, c'est ça mon cahier des charges. Ah, vous avez 2 objets et un livre, ouais. Je reviens aux fondamentaux. Le bouquin, beh, il faut pas réinventer la poudre, hein. Je vais sur internet, je cherche un livre qui s'appelle «Comment survivre sur une île déserte» et puis, je prends ça. Il y a déjà des gens qui ont bossé dessus, ça serait dommage de réinventer, d'aller chercher quelque chose de très spécifique. Et tu as intérêt à Peut-être besoin de t'assurer ça. que dans le bouquin, il y ait pas des besoins d'objets que tu n'as pas sélectionnés parce que sinon tu es mal barré. Arthur, à toi. J'adore cette question et je m'empêche enfin, là, je peux pas m'empêcher de rire, les spectateurs ne le voient pas, enfin les auditeurs, mais c'est marrant parce que, bah, justement, là, tu as un podcast, c'est pour des ingénieurs, donc forcément, quand tu demandes la question à des ingénieurs, bah, voilà, encore une fois, on va être super pragmatique. On va Mmh. pas prendre, je sais pas, une guitare ou quelque chose qui nous permettra de nous amuser. On ira droit au but, on veut survivre et on va prendre, bah, tous les éléments qui garantiront notre survie et c'est marrant aussi parce que là, Maurice se dit: «Mais attends, du coup, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y aura, de l'eau potable?» tout ça, je pense que là, cette question, ça permet de bien montrer que les ingénieurs, bah, ils pensent un peu de la manière similaire et justement, bah, j'allais répondre la même chose, en fait. J'allais dire, moi, il me faut une trousse, de survie, un kit médical, en fait, parce que je pense que, je sais pas, si tu as des plaies, si tu te coupes, bah, à mon avis, ça va vite s'infecter donc pour moi, il faudrait un peu de désinfectant, des points de suture, voilà. Et je pensais à une paille filtrante, par exemple, si tu veux boire de l'eau potable, parce que, bah, c'est quand même la base de la vie et tu peux facilement tomber malade. Mais voilà, encore une fois, c'est super pragmatique et pour le livre, c'était exactement la même chose. J'allais dire: «Bah, attends, doit y avoir des livres quand même qui expliquent, bah, comment, créer une barque, comment, faire une sorte de tente un peu de survie, comment planter des je sais pas, des légumes», voilà. Donc encore une fois, très pragmatique. Je suis ingénieur, je l'assume
Mais voilà, on reste. Après, j'ai des réponses qui diffèrent beaucoup sur le livre. Alors, bah, c'est vrai que sur les outils, il faudrait que je trouve une autre façon de poser la question parce que Mmh. après, on pourra faire une étude sociétale sur 30 épisodes. La question est posée à 30 ingénieurs, ils répondent tous la même chose. Ça peut être assez flippant quand même. Contrôle C, Donc, contrôle V dans les écoles. c'est On est ça. Dernière question. Vous avez la possibilité de partir en voyage professionnel pendant une dizaine d'heures avec une personnalité de votre choix, vivante ou décédée, même si elle est décédée, c'est moins rigolo de voyager avec elle, mais admettons qu'elle puisse parler. Vous choisissez qui? Moi, je pensais à 2 personnalités. Donc encore une fois, si on est pragmatique, si c'est professionnel et si on a besoin, par exemple, d'un soutien, d'un appui, sur, bah, je sais pas, la performance ou nous apporter une sorte de point de vue extérieur, je prendrais Simon Sinek. C'est un anglophone, il est américain, je sais pas si vous le connaissez. C'est un optimiste, en fait. Il se décrit comme ça. Ouais, ouais. Il parle à pas mal de leaders, de chefs d'entreprise. Il a écrit des livres. Et il y en a un, c'était Start with, c'est dès lors que tu fais une démarche, il faut te poser la question, enfin un projet, notamment bah là, la convention, il faut commencer à poser la question pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Quelles sont tes visions, ton étoile polaire à suivre? Et après, tout le reste de l'organisation doit décliner à partir de ce pourquoi. Et je trouve que ce qu'il dit, c'est toujours super pertinent. Je trouve que j'aimerais bien l'avoir comme mentor dans ma vie professionnelle. Et donc voilà, c'est pour ça que je choisis. Sinon, pour sortir de ce périmètre un petit peu pragmatique de l'ingénieur, j'aimerais bien choisir Marc Rébillet. C'est un musicien qui se surnomme Loop Daddy. Il a eu une carrière, je sais pas, je crois dans la finance, puis à un moment il a tout plaqué, il a fait de la musique et maintenant il fait de l'improvisation. Je l'ai vu en festival une fois et je le trouve génial. Je trouve qu'il a un charisme en fait qui permet de ramener des gens autour de lui. Il fait des performances dans la rue, il commence juste avec son clavier et ses enceintes. Il y a personne autour de lui, dans la rue comme ça. Et puis progressivement, les gens écoutent, ils commencent à vibrer et je trouve que c'est une personne qui doit avoir beaucoup de choses à dire. Je le connais pas trop de manière personnelle, bah, notamment parce que, bah, il chante plutôt qu'il décrit, enfin plutôt qu'il parle. Mais voilà, je pense que ce serait, trop cool, de faire, un déplacement professionnel avec lui, bien que ce soit peut-être un peu plus chaotique. Bon, t'en as donné 2, ça vaut pour les 2 ou Amaury, tu trouvé entre-temps, Ah si, il y a bien, je suis très fan de science-fiction, les romans, et puis, donc là, on a en fait un petit peu de chance quand même à notre âge, enfin un petit peu de chance. On aura au moins l'occasion de voir des changements, très très profonds, dans les années à venir, les décennies à venir. Et alors il y a une catégorie de personnes qui pour moi est en avance sur son temps, ce sont les auteurs de science-fiction et qui sont, visiblement je suis pas le seul à penser ça, puisqu'ils sont régulièrement invités, en gestion de crise visiblement, par certains ministères. Et typiquement, bah, si je dois prendre un auteur français, ça serait Damasio par exemple, et discuter un peu avec lui, de tout, puisque bon, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui va se passer dans 500 ans, mais sans doute que je ne le pourrai pas. Donc je passe beaucoup de temps à imaginer, les possibilités, vers où on va, qu'est-ce qui va se passer, et ça me fait beaucoup rêver. Donc histoire de faire un déplacement pro et que ça soit un peu plus rigolo, j'y serais bien allé avec Alain bon, Damasio, hein. allez, lequel tu conseilles? La Horde du Contrevent, j'aime bien, Bonne réponse. j'aime bien. Bonne réponse. Eh ben, écoutez, merci beaucoup messieurs, vous avez le Merci à droit au toi mot de Mathieu. la fin. Chaque invité a le droit à 30 secondes, de liberté, de message promotionnel, ce que vous voulez, vous avez 30 secondes chacun, c'est à vous. OK. Bah, ouais, allez, on va faire notre petite promo. La billetterie est ouverte parce que, on ouvre, nos présentations d'experts, à quiconque voudrait participer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est 10 € pour chaque session, enfin pour chaque demi-journée, donc c'est presque rien. C'est sur notre, billetterie, donc sur notre site, et voilà, vous pourrez assister, à la première session. Super. Donc c'est le samedi 25 novembre à Paris. Allez, de mon côté, donc on est en train de créer ce qu'on appellera un groupe d'appui pour cette convention. Et du coup, on est à la recherche de doctorants, doctorantes ou post-doc. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des jeunes ingénieurs et scientifiques qui sont, très sachants sur des thématiques, qui seront traitées par la convention, donc l'hydrogène, mais les sectoriels qui sont associés, agriculture, transport, industrie, pour rejoindre ce groupe d'appui. L'idée, c'est de faire le fact-checking dont on a parlé, pendant le podcast, et puis de nous aider un peu, d'être notre, support technique, tout au long du projet, voilà, pour nous aider à construire les supports pédagogiques, les programmes des week-ends, et cetera. Donc si des personnes veulent rejoindre l'aventure, de la convention, la porte est ouverte, vous pouvez nous contacter. Eh ben, écoutez, c'est super, on mettra tous les liens sur, la page de l'épisode et puis pour ceux qui veulent compléter,
Un petit peu dans la même démarche, je vous renvoie à l'épisode de l'année dernière avec Benjamin Laredo. On avait parlé du rapport TeraWater. Benjamin était un étudiant de l'INSA et il avait participé à la rédaction. On était dans une démarche un peu similaire. En tout cas, c'est un épisode très riche. Je vous conseille d'aller l'écouter. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, je dis à tout le monde à la semaine prochaine. À bientôt. Merci à toi, Mathieu. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission. newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.